Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau du LC Mag. Et merci d'accueillir comme il se doit le présentateur de l'émission, Isma. Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro du LC Mag, une émission faite par et pour les jeunes. Et ce soir, ils ont décidé de vous parler de la République et plus précisément des rapports entre jeunes et institutions. Pour en parler, nous allons accueillir nos deux invités. Il est romancier, auteur du livre La légende du 9-3, scénariste. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, Monsieur Rachid Santaki. Alors, notre second invité a occupé pendant plus de 30 ans une très haute fonction dans le monde judiciaire. Il a été président du tribunal pour enfants de Bobigny et a fait de la justice des enfants son combat. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, Monsieur Jean-Pierre Rosenveig. Tout d'abord, merci à nos invités d'avoir répondu à l'invitation. Cette émission est réalisée par le service jeunesse de la ville et sera diffusée prochainement sur la page Facebook du LC Mag. Une question pour vous, nos chers invités. Qu'en pensez-vous de cette initiative de la jeunesse? Non, c'est très bien. Déjà, je pense que ça vous met en situation. On fait travailler sur des sujets, sur la curiosité. Et je pense que c'est très constructif que de mener un projet comme celui-là. Quant à vous, Je ne peux pas ne pas être d'accord. J'espère surtout que le discours des jeunes et que les interpellations des jeunes, ça ne sera pas le discours des adultes. Moins langue de bois. Mais la liberté d'expression individuelle et collective est reconnue par le droit français, par la Convention internationale. Donc c'est bien que vous en saisissiez. Très bien. Eh bien, pour démarrer cette émission, je vous demande d'accueillir Semra pour sa chronique. Tout de suite, le Sem raconte. Des applaudissements, s'il vous plaît. Ça va, Semra? Ça va bien? Le Sem raconte. Explique-nous en quoi consiste cette chronique. J'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de la République, mais c'est ma définition et c'est ma vision de la République. Eh bien, sans plus attendre, Magnéto. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la République. La République, c'est quoi? Déjà, il y a son hymne. La République est fondée par sa Constitution. Vous savez, celle qui dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, que les hommes naissent libres et égaux en droit. Liberté, égalité, fraternité. Bonjour, moi quitter mon pays en guerre. Trouvez asile en France, s'il vous plaît. Allez, circulez, madame, dégagez. Elle est où la fraternité? Dégagez. Oui, la République, c'est l'égalité entre les citoyens. Je suis d'accord pour me serrer la ceinture. Bien sûr. Vous me prenez pour qui? À condition que ça soit une Gucci. La République, c'est la liberté. Franchement, c'est pas trop la vérité. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. En fait, en France, on aime écrire des textes qui servent à rien. Parce qu'entre nous, des jeunes lésés, sans travail, discriminés en fonction de leurs origines et de leurs croyances religieuses, moi, j'en connais plein. La République française n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Bonjour les enfants, sortez vos stylos. Ah, il n'y en a plus. Bon, sortez vos cahiers. Il n'y en a plus aussi. C'est pas grave, je vais écrire au tableau. Il n'y en a plus non plus. Voilà, la République, on l'aime et on la respecte. Mais il faudrait aussi qu'elle nous aime et qu'elle nous respecte. Allez, à plus. Applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, très belle vidéo, Semra. Bravo à toi. Et je crois que tu as préparé une question pour nos invités, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. La question, c'est pensez-vous que les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, ont toujours la même signification auprès des personnes? Dans certains territoires, le service public il a démissionné, donc il y a évidemment des inégalités et des différences. Dans votre vidéo, justement, il y avait aussi le sujet sur l'école.
Je crois qu'à l'école, effectivement, entre différents territoires, entre ceux qui sont, on va dire, défavorisés, qui ont moins de moyens, ou effectivement, le service public il est diminué, les élèves le ressentent, voilà, ou même à d'autres niveaux, que ce soit les transports publics, enfin voilà, tous les services publics. Et dans les quartiers les plus aisés, c'est différent. Souvent, quand je fréquente ces deux postes, je vois la différence. Et après, c'est valable pour l'école. Enfin voilà, effectivement, en fonction des territoires, on peut avoir des services publics réduits ou qui ne correspondent pas aux besoins. En partant du film et puis de ce document qui est passionnant, c'est Gratte-Poil. Je vous disais qu'il fallait des Gratte-Poil, vous l'avez été. C'est dit, je vais vous poser une question. Vous avez dénoncé la République, vous voulez qu'on revienne à la royauté? Vous voulez qu'on revienne à l'époque où il y a eu le servage? Vous voulez qu'on revienne à l'époque où l'Église catholique était la plus grande propriétaire de France, où les femmes devaient obéir aux hommes et pas manger à table avec eux, mais être debout derrière? Alors en d'autres termes, la vie n'est pas blanche ou noire, elle est grise. La vie, c'est comme ça. C'est plus nuancé, plus subtil que ça. Et pour répondre maintenant à votre question, liberté, égalité, fraternité, ça reste des valeurs importantes, ce sont des utopies. Il y a des gens qui sont morts pour ces utopies, qui étaient nés sur les 550 000 km² de la France métropolitaine, d'autres qui venaient d'ailleurs, qui étaient blancs, noirs, de toutes les couleurs. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour ces libertés, pour ces principes. Ce sont des utopies, on ne les atteindra jamais. Jamais, dans 3, 4, 5 générations, on ne les aura pas atteints. C'est un combat permanent pour y tendre. Vous avez deux illustrations pour montrer la véracité de mon propos. Souvenez-vous, vous l'avez appris, de ces gens qui se sont battus contre le patronat, qui se sont battus contre l'État, contre la justice, qui étaient des ouvriers, qui ont été fusillés par l'armée, qui ont été condamnés par les juges, avant que des lois les reconnaissent dans leurs droits. Après, il a fallu qu'ils se battent, qu'ils syndiquent, qu'ils se battent pour l'application de la loi. En d'autres termes, le droit du travail, c'est un combat permanent. On a encore des illustrations récentes. Prenez un autre exemple, le statut des femmes. Est-ce que vous avez vu les films sur l'effort de guerre 14-18, pendant la guerre 14-18, le rôle des femmes, la manière dont elles sont appliquées? Leur statut ne pouvait pas être le même après la guerre. Il a fallu quand même attendre Charles de Gaulle, 1944, mis en application en 1946, pour que les femmes aient le droit de vote. Il a fallu attendre 1965 pour que les femmes aient le droit à un compte en banque. Il a fallu attendre 1985 pour que les femmes soient à égalité avec les hommes dans l'éducation des enfants. Alors, et attendez, c'est un dernier point, vous allez comprendre. Allez, vous allez comprendre. Il a fallu attendre 1995 pour qu'il n'y ait plus de viol entre époux, décidé par les juges. D'autres termes, le combat pour le droit des femmes. Il n'y aura toujours pas égalité, bien sûr, à travail égal, salaire égal. Alors vous avez raison de dénoncer. Et si vous êtes capable de dénoncer, ça veut dire qu'il va y avoir une tonicité, il va y avoir une dynamique, il va y avoir des luttes, il va y avoir des progrès. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien vivre sous cette République. eh bien, merci à vous deux. Et nous reviendrons dans un instant sur ce que vous venez de dire. Et merci à Semra pour sa chronique. Merci à toi. Et vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Merci à toi. Elle a réalisé un reportage dans lequel elle donne la parole aux habitants des quartiers. Tout de suite, le grand reportage. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Malika. Alors Malika, tu peux nous présenter en 2 mots le sujet de ton reportage, s'il te plaît? Oui, en fait, j'ai réalisé un reportage pour donner la parole à des témoins de la République qui vivent ou travaillent dans des villes de banlieue. J'ai interviewé des professeurs des écoles, des membres associatifs et des habitants de la Courneuve. Et je leur ai demandé ce que représentait pour eux la République et ce qu'ils en attendaient. Si j'ai choisi ce thème-ci, c'est parce que j'ai pu constater qu'il pouvait y avoir une faille entre la jeunesse et les institutions. Eh bien, pour fabriquer cette émission, des ponts se sont créés entre les gens. Et Malika, je crois que tu as travaillé avec une journaliste pour préparer cette chronique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai travaillé avec Pauline Amé, qui est journaliste sur le Regard, le journal de la Courneuve. Eh bien, je vous demande d'accueillir Pauline. Bonsoir Pauline. Eh bien, sans plus attendre, c'est le grand reportage. Magnéto, JP.
Bonjour à tous, moi c'est Malika. Dans ce reportage, nous allons parler de la République. Comment est-elle perçue par les habitants et que représente-t-elle? Pour en parler, je vous propose de rencontrer différents acteurs du monde associatif, de l'éducation et des habitants de la Courneuve. Pour moi, la République, ça correspond à liberté, égalité, fraternité. Pour moi, la République, c'est avant tout la liberté. Liberté d'expression, liberté de penser aussi, pouvoir penser ce qu'on veut, et aussi l'égalité. Égalité entre tous, quelle que soit sa couleur, son origine, son âge, son passé, son histoire. Et c'est aussi vivre ensemble, justement, en respectant ce que chacun est. C'est un appareil politique dont la souveraineté appartient au peuple. Ça représente aussi, bien sûr, les valeurs, toutes les valeurs qui peuvent véhiculer, donc notamment les droits de l'homme et de la femme, le droit au logement, le droit de se vêtir, le droit de manger, la liberté d'expression. Donc voilà, très très important. La République, pour moi, c'est des valeurs que la France soutient, les valeurs de la France, avec les enfants de la République que nous sommes. Mais la République, c'est la rive droite et la rive gauche, tu sais. Le côté chic et le côté abandonné. J'étais en BTS transport et prestations logistiques, en alternance. J'ai pas trouvé de stage. Et on va dire que l'État, ils m'ont pas donné un coup de pouce. J'ai fait plusieurs associations, maisons de l'emploi, on va dire. Et j'ai pas eu de réponse. Comment vois-tu ton avenir? Ouais, bon, mon avenir, je le vois assez positivement. Tu sais, quand on vient de la rive délaissée, on nage un peu plus que les autres. On essaie d'aller de l'avant, tu vois. Il faut nager 4 fois plus, il faut avoir 4 fois plus de souffle pour combattre les événements de la vie, tu sais. Mais mon avenir, je le vois assez positivement, vu que j'ai l'ambition d'être éducateur PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, tu sais, pour m'occuper un petit peu du milieu carcéral. Mes amis ont été assujettis à cet environnement, l'environnement carcéral, et j'aimerais aider la jeunesse à combattre ce fléau. Je suis actuellement en première année en BTS communication au lycée Jacques Brel. Je souhaite poursuivre mes études le plus loin possible pour avoir un emploi stable et voilà, réussir ma vie, on va dire. Dans le domaine de la communication, La communication, donc. D'accord. La République nous considère-t-elle tous comme ses enfants? Nous sommes en droit de nous interroger. Manque de moyens, classe surchargée. On en parle tout de suite avec Madame Dominguez, professeure des écoles en Seine-Saint-Denis. J'ai un certain nombre d'élèves dans ma classe, ou même dans l'école, ou même dans le système, qui sont des élèves qui ont besoin de travailler en petits groupes. Concrètement, ils ont des difficultés à comprendre certaines choses, ils sont moins rapides que d'autres. Et quand on est enseignant et qu'on a 23 élèves, moi par exemple dans ma classe j'ai 23 élèves cette année, ces élèves qui ont besoin d'une attention particulière, j'ai pas forcément le temps à leur accorder pour. Donc en effet, on n'est pas aidé par le manque de moyens. On aurait besoin dans l'éducation de beaucoup plus d'enseignants spécialisés justement. Ma vraie envie, c'est de pouvoir montrer à tous ces enfants que même s'ils viennent de banlieue ou pas, ils ont des possibilités d'aller loin, et bien sûr tout ça passe par l'école. Et donc j'ai avant tout choisi ce métier-là pour ça. Dans nos banlieues, il y a des héros du quotidien. Ils n'ont pas de super pouvoir, pourtant, chaque jour, ils aident les autres. Aide à la scolarité, club de sport. Je vous emmène au cœur de leur engagement associatif. Pour moi, vraiment, une association, c'est un relais de la République. C'est vraiment ce que j'aime à dire, une soupape de décompression pour les zones sensibles. Voilà. S'il n'y avait pas d'association, ça serait très, 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 très compliqué. Ce que j'attends aussi, c'est que je trouve assez triste qu'on puisse remettre des légions d'honneur à des chanteurs ou des artistes qui sont, voilà, ils le méritent très certainement. Oui, mais et quand je vois certains membres d'associations qui sont, voilà, comme je le dis, se sont sacrifiés, qui ont apporté 10, 20, 30 ans de leur vie à sauver des gamins, je me dis quelque part peut-être qu'il la mérite aussi, cette Légion d'honneur. Je suis engagée au sein de l'association Assad depuis maintenant de nombreuses années. J'y étais en tant qu'enfant, pour commencer, et je me suis engagée pour essayer de retransmettre les mêmes valeurs qu'on m'a transmises au sein de cette association. Le travail avec les familles consiste en quoi? À faire un suivi du jeune, que ce soit au niveau de l'accompagnement scolaire,
au niveau de certains projets, ou parfois même on va au-delà de ça, parfois on va dans leurs problèmes personnels. On essaye de faire en sorte on va pas dire on résout les problèmes forcément, mais on essaye de faire en sorte de remédier à ça, d'essayer de trouver des solutions, de les apporter, et de faire un lien parfois entre les familles et les établissements. Eh bien, bravo à vous. Très belle interview. Je vais vous laisser la parole. Monsieur Rosenzweig, dans le reportage que nous venons de voir, on entend Amadou parler de la rive droite, celle des privilégiés, et de la rive gauche, celle des délaissés. Pour vous, comment peut-on sortir des inégalités en banlieue ? Il faut faire des efforts. Il faut que la puissance publique fasse des efforts, l'État, les collectivités locales. Il faut aussi que le réseau associatif, comme ça a été dit, se mobilise. Simplement un point de détail par rapport à ce que vous dites. L'inégalité, ce n'est pas seulement de l'argent. Ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. L'inégalité aujourd'hui, c'est les réseaux. Ceux qui ont des relations et ceux qui n'en ont pas. C'est bien plus subtil que par le passé. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous avez raison, il y en a qui sont plus favorisés que d'autres. Et je vais pousser le bouchon, être un peu provocateur. Ceux qui réussissent le mieux à l'école aujourd'hui, ce sont les enfants d'enseignants. Les enseignants ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ils ont les clés du dispositif. Alors qu'il faille faire des efforts pour réduire le fossé, j'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas le réduire totalement. Ça doit être une utopie, il faut se battre pour. Mais ça ne va pas être facile, mais il y a des efforts à faire. Et effectivement, on peut rectifier le tir. Beaucoup est fait. Par exemple, Madame a raison, l'enseignante, quand elle dit que des moyens manquent. Je vous rappellerai quand même que le budget de l'éducation nationale, c'est le premier budget de France, et c'est un budget qui est énorme. Maintenant, il s'avère qu'il faut encore le renforcer. Pourquoi pas ? Il faut le renforcer, il faut faire des choix. Et pourquoi pas réorienter les impôts, sinon, voire pourquoi pas, qu'il y ait des impôts qui soient spécifiquement dédiés à l'école. L'école, ce que disait l'enseignant, c'est très juste, c'est qu'il y a des jeunes qui n'ont pas forcément besoin de soutien, et il y a d'autres élèves, effectivement, qui ont besoin de plus de soutien, de renfort, de moyens. Donc ça, après, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur forcément le déploiement des moyens. Après, je vous rejoins quelque part sur l'aspect de la République, et on le voit. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir, au-delà de la mission de l'État qui est de garantir le service public, c'est aussi d'avoir des acteurs des territoires, comme la plupart je les connais, que ce soit Assad sur le travail qu'ils font de soutien scolaire, qui ont été présents notamment lors des dictées des cités, ou que ce soit le Derek Boxing, et je pense que M. Brigui faisait référence à Léon Mendy qui, depuis plus de 30 ans, s'investit auprès des jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a la République, il y a l'État, et il y a aussi les habitants qui doivent mener ce combat pour estomper les inégalités. Après, les inégalités, effectivement, on ne sera jamais, de par les problématiques des territoires qui sont très importantes, on n'arrivera jamais à quelque chose où on est jeune et puis on a tout ce qu'il faut. Il y aura toujours des inégalités, des combats. Donc voilà, après, c'est effectivement... Deux petites remarques à toute vitesse pour compléter ce que vous dites. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Saint-Vincent-de-Paul, quand il prenait en charge les orphelins de la rue, il a poussé l'État, j'allais dire, et aujourd'hui les départements qui ont cette compétence, à prendre en charge les enfants qui étaient maltraités ou qui étaient délaissés. Donc de tout temps, la société civile interpelle la puissance publique. Je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'elle n'interpelle pas suffisamment fort. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour être volontairement critique, c'est qu'il y a relativement peu de gens qui militent. Je vais prendre un exemple très concret. Vous vous souvenez des attentats ? Le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale ont pris l'initiative d'appeler les citoyens à se mobiliser pour aller parler de la République, c'est votre sujet, dans l'établissement scolaire. C'est la réserve de l'Éducation nationale. Eh bien, nous n'avons été que 7000 sur 42 millions de Français adultes à nous porter candidats. 7000 sur 42 millions. Alors plein de gens ont défilé à Paris, 4 millions de personnes, plein de gens ont défilé avec des roses, des drapeaux, etc. Mais peu de gens s'investissent réellement. Donc il faut encore plus saluer ceux que vous avez mis en exergue là. Il y en a d'autres. Ici sur la Courneuve, vous avez une pépinière dans le secteur associatif. Il y a Comparan, il y a ceux que vous avez cités, etc. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre sur ce que vous venez de dire. Vous dites justement, c'est la société civile qui doit se mobiliser. Peut-être qu'il n'y en a pas assez qui se mobilisent. Le sentiment qu'on peut avoir aussi, c'est que les problèmes dont on parle maintenant, d'éducation, de logement ou autre, c'est des problèmes qui existent depuis 10, depuis 20 ans. Et peut-être que c'est cet immobilisme, les gens ont l'impression que ça n'avance pas. Comment est-ce que vous expliquez justement ce sentiment ? Je crois que c'est une erreur, excusez-moi de le dire, mais très, très polémique, pas très critique et très polémique. C'est une erreur de laisser penser que ça n'avance pas. Ça n'avance pas suffisamment.
Mais souvenez-vous des cités de transit, M. Proux est là, qui est maire, il sait bien qu'à 40 ans, notre combat, c'était de lutter contre les cités de transit. On a fini avec les cités de transit. Et dès qu'on a eu terminé avec les cités de transit, on est sur d'autres problèmes. Aujourd'hui, on se bat pour une meilleure scolarité de tous les enfants. Mais ce n'est pas à vous que je vais faire l'injure de dire qu'il y a à moins de 1 km, 2 km d'ici, un tas de gosses qui ne sont pas scolarisés, qui sont les enfants roms. Qui s'en occupe? C'est pourtant des enfants de la France et de la République. En d'autres termes, des efforts sont faits, et là où je vous rejoins, pas à la hauteur de l'exigence et de la République et des citoyens. Alors la question qui est posée, c'est comment la société civile, pas seulement à travers le droit de vote des élections présidentielles et législatives, mais à travers sa mobilisation au quotidien, va pousser, une fois de plus, les pouvoirs publics d'État et territoriaux à en faire un peu plus. Et ça veut dire aussi qu'on s'investit plus. Par exemple, qu'on accepte de payer plus d'impôts pour ceux qui ont les moyens. Je pense que, Malika, une dernière question. Ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est que vous avez parlé des moyens de l'État, des collectivités territoriales, et vous dites que le réseau associatif vient en appui. Et ce réseau associatif, moi j'entends parfois qui dit on en a marre, en fait l'État se désengage et nous laisse régler les problèmes. Est-ce que c'est une tendance que vous connaissez? Vous avez raison, c'est évident, vous avez raison. Et puis on peut même aussi aller un peu plus loin, être au politique au sens noble du terme, hein, pas politique partisan, mais voir la chose politique. Le secteur associatif français, il est très débiteur de l'argent public. Aux États-Unis ou ailleurs, il y a un réel secteur privé. Alors après, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, hein, mais aucune association, sous votre contrôle, le contrôle de ceux qui sont des militants dans cette salle, aucune association n'était indépendante économiquement. Tous les ans, il faut aller pleurer pour avoir de l'argent pour faire la mission de service public. C'est-à-dire que le secteur associatif n'a pas les moyens de son autonomie, sauf quelques grandes associations qui ont pignon sur rue, je ne vais pas les citer, mais vous le savez aussi bien que moi. Voilà. Donc il y a un vrai problème politique dans ce pays, qui est d'identifier les compétences publiques-privées, de réunir les moyens qui ne sont pas que des moyens financiers, qui sont aussi des moyens en investissement personne. La réserve d'éducation nationale, par exemple, dont je parle, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mobiliser les gens. Ça ne coûte rien. Vous dites le problème de l'inégalité, c'est le réseau, c'est qu'on n'a pas le bon réseau. Est-ce que vous avez en tête des initiatives qui permettent justement à des jeunes d'accéder à ce réseau? Quelles seraient les solutions? Il y a un projet Il y a un projet dont vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle, je crois que c'est Viens à mon taf. Oui, et en fait, voilà un exemple où effectivement il y a des initiatives qui sont mises en place via des agences de com, des acteurs associatifs, des structures associatives. Après, je voulais peut-être corriger quelque chose. Dans le film, vous parlez de héros du quotidien, donc les acteurs associatifs. Très souvent aussi, le réflexe qu'on a, c'est de dire... Quand je vois certaines émissions à la télé où on a des militants qui vont dire oui, ça fait 20 ans, 30 ans que ça n'a pas bougé. En réalité, effectivement, en termes de moyens, en politique de la ville, il y a énormément d'argent qui a été injecté. Mais les problèmes, en fait, ils évoluent. Après, ce qu'il faut regarder, il y a des nouveaux acteurs associatifs. On parlait d'Assad. On voit qu'il y a plein de jeunes qui s'engagent, finalement, que ça bouge. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des problèmes qui évoluent, donc qui donnent l'impression que ça ne bouge pas. Mais ça bouge en réalité. Il y a un juste milieu et même ce projet, en fait, finalement, il témoigne aussi de ça. Aujourd'hui, je sais pas, il y a 10 ans, on n'avait pas à la Courneuve ou à Saint-Denis, ça n'existe même pas, mais on n'a pas forcément d'initiative de médias. Tout à fait d'accord avec vous, mais malheureusement, l'émission ne nous accorde pas de temps de développer ce sujet. Voilà. Okay. Malika, je crois qu'un autre sujet est en lien avec la République, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je me suis rendue à Beaumont-sur-Oise, dans le Val d'Oise, pour interviewer Youssouf, le frère d'Adama Traoré, décédé à la gendarmerie de Persan le 19 juillet 2016, à la suite d'une interpellation. Et nous avons voulu tout simplement connaître les origines de cette affaire et tenter de comprendre le malaise entre les jeunes et la police. Eh bien, tout de suite, je vous propose de regarder cette interview et d'en débattre tout de suite avec nos invités. Moi, je devais reprendre mon emploi, re-signer un contrat. Malheureusement, je n'ai pas pu le signer parce que j'ai été incarcéré par rapport au conseil municipal qui s'était passé le 17 novembre. Apparemment, j'ai insulté, j'ai menacé, on a tapé les forces de l'ordre. Alors que ce jour-là, non, pas du tout. Nous, on est venus dans le calme. On est venus dans le calme avec la famille. Il y a des citoyens de Beaumont qui sont venus au conseil municipal, comme tout citoyen a le droit d'y assister. Et que ça a dégénéré parce que dès qu'on est arrivé, ils ont dit qu'il n'y avait plus de place. Ils ont dit, écoutez, il n'y a que Assa Traoré et la maman qui rentrent.
Maintenant, ma mère et ma soeur sont rentrées, ils ont parti regarder. Il restait des places. Et ça a dégénéré parce qu'ils n'étaient pas contents qu'ils ne laissent pas rentrer dans le conseil municipal. Et tout d'un coup, les forces de l'ordre ont commencé à paniquer. On ne sait pas pourquoi. Ils ont commencé à gazer. Il y a une policière assez auto-gazée. Donc, à partir du moment qu'elle a gazé, en fait, ses collègues ont commencé à paniquer. L'autre, il a sorti son chien. Les gendarmes, ils ont commencé à gazer. Il y avait des enfants. Ma mère, elle a reçu de la gazeuse. Et franchement, c'est injuste tout ça. Et tout ça, en fait, nous, on est arrivés, il y avait une quarantaine de gendarmes. On n'avait rien compris. Nous, on vient à un conseil municipal. C'est la première fois qu'on venait à un conseil municipal et qu'on voyait autant de gendarmes. Le maire de Beaumont, je reviens sur ça, elle n'est pas là pour apaiser les choses. Elle est là, en fait, pour mettre que des conflits entre les jeunes et les gendarmes. Limite, on n'a plus envie de sortir pour croiser les gendarmes. Il y en a, ils ont plus envie de se faire contrôler par les gendarmes parce que ils se disent moi aussi, je m'appelle Adama Traoré. Si je me fais contrôler, ils vont faire la même chose. Moi, dans les rapports de police entre les jeunes et la police, la gendarmerie, il y a toujours eu des conflits. Nous, personnellement, ceux qui sont posés au quartier, on fait de mal à personne, on dérange personne. Ils vont venir nous contrôler alors qu'ils nous connaissent déjà. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après, les gens, ils craquent, quoi. Mais eux, ils sont toujours là, en fait, à pousser le bouchon pour qu'on s'énerve. C'est pour ça que les gens, maintenant, ils prennent la fuite. C'est comme mon frère, voilà, il a fait à peu près la même chose, il a pris la fuite, parce que lui aussi, il en avait marre. Et nous, en fait, on essaie de ne plus aller au conflit avec eux, c'est mieux, parce que dans tous les cas, ils vont toujours gagner, parce que c'est la police, c'est la gendarmerie. Nous, on est des jeunes, notre parole contre leur parole, c'est eux qui gagnent tout le temps. Et nous, on préfère prendre la fuite plutôt que d'aller en garde à vue. Alors que les gendarmes, en fait, sont là normalement pour notre protection. Jusqu'à présent, le maire de Beaumont n'a toujours rien fait par rapport à ça pour apaiser les choses. Mais au contraire, elle les a plus en fait, elle nous détruit. C'est elle nous détruit elle nous met en conflit avec les gendarmes, en fait. C'est elle, maintenant, aujourd'hui, qui insiste qu'il y a plus de contrôle et qui fasse plus de rôle dans le quartier, alors qu'on est tranquille. Et que nous, on n'accepte pas, en fait. On n'accepte pas parce que c'est trop. Ils passent toutes les 10 minutes, ils passent. Moi, j'ai été en prison parce que j'ai été pour des menaces et des outrages. Eux, ils ont tué quelqu'un, ils vont pas en prison. C'est ça que, en fait, ça cogite dans ma tête, ça, en fait. Dans le cas Traoré, on constate de nombreuses zones d'ombre. Il y a eu des autopsies contradictoires, un témoignage accablant d'un pompier sur le comportement des gendarmes, et la famille dénonce une bavure qu'on essayerait d'étouffer, selon elle. Monsieur Rosenzweig, pensez-vous que cette affaire, le travail dans cette affaire est bien mené? Une remarque. C'est une émission sur la République. Donc, dans la République, il y a une règle qui veut qu'un magistrat ne commande pas une affaire judiciaire. Un principe de la République. Donc, on ne peut pas dire blanc et faire noir. Donc, je suis hors d'état. D'abord, le voudrais-je que je n'ai pas les éléments. Vous-même, vous avez des parties d'éléments. Bon. Donc, une des règles de la République, c'est de croire en la justice. Et si on commence à ne pas croire à la justice, ça veut dire que chacun va se faire justice soi-même. Alors, il peut y avoir des dysfonctionnements judiciaires, policiers, judiciaires. Il y a même des erreurs judiciaires, c'est de tout temps. Mais on a intérêt les uns les autres à ce que le système fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on doit, être béat devant. On a le droit d'interpeller, de critiquer, de poser des questions. C'est ce que vous faites. Donc c'est ce qui se fait à l'heure actuelle. Attendons que l'instruction soit menée. Je vous rappellerai, pour prolonger ce que dit ce jeune homme qui est très équilibré, très posé, et pour compléter ce qu'il a dit, c'est que régulièrement, il y a entre guillemets, des bavures policières ou des faits qui sont qualifiés tels et qui amènent l'administration policière ou gendarmesque à sanctionner les policiers qui ont pu être déviants. Il y a chaque année 250 policiers qui sont révoqués. Le tribunal de Bobigny, puisque nous sommes à Bobigny, encore très récemment, a condamné dans différentes affaires des policiers qui ont pu faire des choses que le code pénal réprouve totalement. Voilà, donc là encore, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Alors maintenant, c'est évident qu'il n'y a pas égalité
je vais dire à 100%. Ah oui, mais dans la vie, il y a égalité pour rien. Vous avez des dons que j'ai pas, et réciproquement, l'égalité, ça n'existe pas. Alors simplement, effectivement, il y a des interpellations, il y a des questions à se poser. Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on éviter aussi qu'on arrive là? Pour reprendre et rebondir et terminer, les contrôles policiers systématiques. Mais pour montrer, je vais équilibrer le discours. Les contrôles policiers systématiques de gens que l'on connaît, les jeunes ne peuvent pas comprendre, qu'on leur demande leur identité, de la prouver, alors qu'ils sont connus des policiers. À l'inverse, donc c'est abusif. Soyons clairs, c'est abusif. À l'inverse, quand j'entends dire que c'est pas normal que les policiers passent tous les 10 minutes, il n'y a aucun territoire de la République où les policiers n'ont pas le droit de passer, Place de la Concorde et ailleurs, les policiers passent aussi tous les 10 minutes. Vous voyez même qui stationnent. En d'autres termes, on arrête de dire que nous sommes en intifada avec d'un côté les bons jeunes et de l'autre côté les méchants policiers. Les choses sont plus compliquées que ça, malheureusement. On peut simplifier, mais simplifier, c'est la démagogie. La démagogie, c'est, aller dans le fil du poil des gens pour les flatter. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on fera progresser la réflexion. Mais ayant dit ça, je suis d'accord avec vous. Il y a des questions à se poser dans cette affaire-là ou dans d'autres affaires, et la justice va passer. Des réactions, s'il vous plaît, monsieur? C'est un sujet, le sujet justement des bavures policières, il incarne aussi la problématique des quartiers. Parce que souvent, ça, on prend 2005. Là, du coup, c'est des enfants qui se réfugient d'un transformateur, d'une assistance à personne en danger. Il y a eu, même il me semble qu'à La Courneuve, dans les années 80 aussi, il y a eu un cas similaire. C'est souvent en fait le déclencheur de révolte de la part des gens, parce que finalement, c'est aussi un service public, la police, et qu'effectivement, pour les jeunes de quartier, c'est souvent aussi le défi qu'il y a entre la police et les jeunes. Ça représente aussi cette tension et cette injustice, ou même parfois on peut voir aussi à travers les contrôles répétitifs aussi la République et finalement une injustice. Donc c'est quand même un sujet hyper compliqué, effectivement. Après, il faut avoir tous les éléments. Moi, ce que j'ai en tout cas vu à travers ce drame, c'est le combat d'Assa Traoré, qui pour moi, elle est toujours restée digne. Elle a quand même eu l'intelligence d'aller au conseil justement municipal et de montrer... elle a eu l'intelligence de répondre avec les outils et non pas la violence. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose en fait qui peut aussi inspirer beaucoup de jeunes. Finalement, on n'est pas dans quelqu'un qui va inciter à brûler, à la violence, etc. Même s'il y a eu effectivement une forme de révolte de la part des jeunes de Beaumont. Mais il y a surtout cette jeune femme qui, je pense, incarne quelque chose et qui, j'espère, pourra aussi permettre au militantisme de revenir, mais dans toute sa diversité. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a aussi une problématique par rapport à la jeunesse, à travers... On va rebondir sur ce que vous venez de dire, mais je pense que Pauline avait une question. Ah d'accord, pardon. Justement. Non, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce militantisme d'Assa Traoré, il est presque criminalisé. Pas criminalisé, mais qu'en tout cas, il est perçu comme quelque chose qui n'est pas vraiment une démarche pacifique, forcément, parce que... Non, je ne crois pas qu'il soit criminalisé. Je pense que surtout, en fait, il y a un amalgame entre les incidents, les heurts qu'il y a eu entre la police et les jeunes, et du coup, elle qui a effectivement essayé d'amener ça différemment, et il y a un amalgame où on se dit, elle est aussi sanctionnée pour ça quelque part. Il y a aussi, il y a quand même le conflit aussi avec la gendarmerie. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'accumulent. C'est pas, on peut pas empêcher les gens de militer, et d'ailleurs, malgré tout ça, elle continue à avancer et à militer. Après, je voulais justement parler de jeunesse. C'est important qu'aujourd'hui, moi je le vois, on a une vraie problématique de par la société dans laquelle on est, avec les réseaux sociaux, la télé-réalité, on est beaucoup dans le divertissement. Et même dans la culture hip-hop, on a de moins en moins de rap conscient. Alors effectivement, le temps avance, on ne va pas rester dans le passé, mais on a aussi un problème parce que la jeunesse, elle est peut-être plus aujourd'hui dans le divertissement que en le parlant de militantisme. divertissement, désolé de vous interrompre une fois de plus, cette fois-ci plus légère bien sûr, humoristique, divertissement humoristique nous attend. Malika, Pauline, merci à vous pour ce travail de fond. Merci et vous pouvez les applaudir bien sûr. Alors dans la rubrique qui va suivre, le M9 Empire. Attention, retenez bien leur nom. C'est un groupe de jeunes vidéastes courneuviens et ce soir, ils ont décidé de vous présenter leur court-métrage. Je vous demande de les accueillir, le M9 Empire. Ça va, tu vas bien? Ouais,
le M9 Empire. C'est Adam, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous, Ibrahim? Ouais, c'est ça. Alors, que veut dire le M9? En fait, c'est tout bête. C'est là où on habite, c'est là où on a grandi. C'est notre quartier. C'est votre quartier. Et c'est pour ça que vous avez nommé ce collectif le M9, c'est bien ça? Ouais. Nous allons tout de suite visionner leur petit court-métrage humoristique. Donc, Magnéto, JP. Salut. Salut. Bien chaud. Eh les gars, ouais, c'est une question pour vous. Ouais, vas-y, pose. Vous voulez faire quoi plus tard? Moi perso, je vais être animateur. Moi je te confie pas ma petite sœur. Hein. Ça c'est sûr en tout cas. Bon les enfants, aujourd'hui on va jouer à Pont Lapin. Vous connaissez? Pont Lapin. Perso moi, je vais faire agent de sécurité. Comme la moitié des Renois gros, toi tu veux suivre. Viens dans mon magasin, tu vas voir, je vais t'en couler une, tu vas voir. Sans On peut rentrer? Non, ça va pas être possible. Pourquoi? Vas-y, circulez. Vas-y. Bordel. Eh les mecs, vous savez moi qu'est-ce que je vais faire? Non, stop. Little Burger. Ah. On te connaît, toi t'aimes trop manger. Hein. Ouais. Moi les burgers c'est ma vie gros hein. Le Big One ça arrive. Eh moi les gars, je vais être femme de ménage. T'es un homme ou une femme toi? Laissez-moi, j'ai le droit. Réponds à la question s'il te plaît. Je suis un homme. Eh, il a bégayé là. Ouais, il est chelou hein. C'est bizarre. Nettoyer, balayer, astiquer, Moi ou toi tu poses la question. Toi tu veux faire quoi plus tard? Moi je vais être livreur de pizza. C'est sûr que tu vas essayer de voler la moto toi? Non. Il est fou lui, ça dit il va manger toutes les pizzas. Est-ce que c'est genre de la moto? Vous avez commandé une pizza? Et toi tu veux faire quoi Saïd? Moi les gars je vais être président, ok? Quoi? Mesdames et messieurs, non, nous ne sommes pas condamnés au petit boulot précaire et mal payé. Il faut croire en ses rêves et se donner les moyens d'y arriver. Mais t'aimes pas français? Mais si je suis français ou... Tu veux quoi, le camembert? Ouais, je t'habite à la Courneuve. Eh ben vous savez quoi? Toi je dois envoyer à voir Zet et toi à Bamako, bande de blédards sans papier. Il est fou lui. Voilà, il est fou. Il a craqué du slip. Il veut devenir président. Ouais. L'applaudissement s'il vous plaît. Très belle vidéo. Merci. Qui est à la fois marrante. Merci. J'aurais une petite question pour vous, Rachid Santaki. Qu'en pensez-vous de cette vidéo? Je pense que déjà c'est bien de commencer tôt, parce que du coup si vous êtes amené à développer des courts-métrages, vous allez progresser et je pense vous professionnaliser. Donc non, c'est bien aussi jeune de faire ça. Après j'ai juste une question, qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer à créer des courts-métrages ou des séquences comme ça? En fait, ça a commencé à l'été 2016. On s'est dit pourquoi pas faire des vidéos parce que on s'ennuyait pendant l'été. Après, c'est bon, ça a commencé, c'était un délire en fait. Et on a aimé, on a continué. D'accord. Et quand vous tournez avec quoi? Là, d'habitude, on fait avec des téléphones. D'accord. Mais là, on a fait avec des caméras comme celle-ci. D'accord. Une autre question pour vous, Rachid Santaki. Pensez-vous que les jeunes de banlieue manquent de confiance pour leur projet Je crois que d'abord quand on est jeune en fait, quand on vient de banlieue, d'abord quand on est jeune en fait, ouais. Avant quel que soit le territoire d'où on vient, on a d'abord besoin de se construire. Donc d'abord quand on est jeune, c'est problématique parce que on est jeune et faut acquérir de l'expérience et de l'assurance. Après, quand on vient de la périphérie. Encore une fois, ça dépend parce qu'on peut tomber sur des gens qui nous font de la transmission. Je vous posais la question, qu'est-ce qui vous a donné envie? Parce que là, je connais pas mal de gens qui encadrent les jeunes aussi, même si on est à la Courneuve et on est en Seine-Saint-Denis. Donc c'est pas non plus... Il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a des acteurs associatifs ou des gens qui transmettent aux jeunes. Donc il y a certains jeunes qui sont bien encadrés, d'autres qui ont envie de faire des choses et qui ne le font pas. Donc c'est pas forcément tous les jeunes, dès qu'ils sont en banlieue ou en périphérie, qui vont avoir des difficultés. En fait, ça dépend de
des structures qu'il peut y avoir, des gens qu'il peut y avoir autour d'eux, etc. Effectivement, par contre, je pense que je crois que dans le film aussi, ça c'était souligné, des jeunes qui parlaient d'un BTS logistique. Quand on n'a pas les gens pour pouvoir faire des stages ou accéder ou savoir quel métier, comment on peut aller vers le métier qu'on a envie de pratiquer, ça peut être difficile. Vous avez une chose à ajouter, monsieur? Moi, je dirais que j'aimerais bien voir le deuxième film. Là, c'est un premier film qui dit, a priori, on va être homme de surface, pour ne pas dire femme de ménage, on va être livreur de pizza, et on rigole un peu de celui qui a l'ambition d'être président. Vous n'avez pas tort de dire que, pour l'instant, beaucoup d'entre vous sont voués à être homme de surface ou être livreur de pizza. Mais ce n'est pas inéluctable. On peut aussi ne pas être homme de surface et livreur de pizza. Et celui qui a l'ambition d'être autre chose, c'est peut-être pas si ridicule que ça. Ouais, c'est pas ridicule. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont de magistrats, de policiers, de fonctionnaires, d'hommes politiques, de médecins qui sont issus des quartiers. Et il y en aura de plus en plus demain. Simplement, il faut y croire, il faut travailler sur les réseaux, mais on peut s'en sortir aussi. On n'est pas né, je sais pas, moi mon père il vendait des roulements à billes, ma mère était mécanographe, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je suis magistrat, mon frère était médecin. Et c'était pas plus difficile ou plus facile à l'époque. Je me rappelle qu'à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas de logement, on n'avait pas de douche, on n'avait pas de chambre. Et moi j'ai dormi pendant des années avec mes parents. Eh bien, je vois que Adam regarde M. Rachid Santaki depuis tout à l'heure. Quelque chose à lui dire? Oui, j'aurais une question pour vous, monsieur. Est-ce que ça serait possible qu'à l'avenir, on écrit un scénario ensemble et qu'on joue? Alors l'écrire ensemble, ça va être compliqué. Par contre, vous accompagner sur un projet, oui. C'est quelque chose que je fais. Donc l'idée, pour cadrer, pas s'avancer, mais avoir 3-4 séances de travail où je vous donne, on va dire, des billes et pouvoir structurer, effectivement. Parce que dans le court-métrage que vous soulignez, ce qui est intéressant, après, qui n'est peut-être pas assez valorisé, en fait, ce que vous racontez, c'est ce que vous avez très bien compris, c'est que chacun veut finalement faire un métier par rapport à vous qui aimez les burgers dans le sujet, ou celui qui aime les pizzas, ou celui qui veut faire de la sécu. Et finalement, celui qui a de l'ambition, il est moqué, mais en fait, finalement, c'est peut-être pas mis en avant comme il faudrait, mais ça, c'est du travail. À partir du moment où vous êtes parti de l'initiative, tiens, on utilise nos téléphones et on fait des films, essayons-nous de voir plus grand, vous êtes dans une très bonne démarche. Donc après, il faut travailler, mais oui, avec grand plaisir, si je peux vous accompagner sur un projet, et vu votre âge, ça me ferait vraiment plaisir, pas de souci. Merci. C'est filmé. Une autre question pour vous, Rachid Santaki. Vous êtes le créateur de la Dictée des Cités. On en avait parlé tout à l'heure. Pourquoi cette initiative? Vous pouvez nous éclairer un peu sur... Oui. Alors, je suis cofondateur de la Dictée des Cités. C'est une initiative qui a été montée par Abdellah Boudour, le président de l'association Force des Mixités, et moi-même. C'est parti, j'avais été le lecteur de la Grande Dictée de Clichy-sous-Bois en 2012. Et il avait vu ça, je l'avais relayé sur les réseaux sociaux. Il m'a proposé de réitérer l'action un peu dans toute la France. Et l'idée, c'était de sortir les gens, en fait, d'organiser des dictées. Quelque chose qui a marqué à l'école quand on parle de faire des dictées, même aujourd'hui, quand je raconte un peu cet événement. Les gens sont surpris, mais c'était de créer, de faire ensemble, de créer un moment de fête autour de l'orthographe. Donc c'est un projet qui est né il y a 3 ans, et aujourd'hui, en fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il y a foule qui se déplace à ces dictées, et notamment à la Courneuve, on avait organisé du coup 3 dictées en tout. Il y en a une dans le cadre de l'Euro de football, et à chaque fois, effectivement, ceux qui ont fait le succès de ces dictées, il y a eu plusieurs associations. Il y a eu aussi une association qui a une initiative qui a organisé avec nous sur le territoire. Et puis il y a Assad aussi qui se déplace. Enfin voilà, toutes les associations du territoire sont impliquées sur le projet. Et en tout cas sur la Courneuve, c'est pour ça que je parlais du tissu associatif, il est assez fort. Et c'est justement par rapport au début de l'émission, on parlait de République où il y avait un peu ce sentiment d'abandon. Maintenant, il y a justement plein d'acteurs au quotidien qui permettent de créer des choses et d'évoluer, d'avancer. Et la dictée, elle incarne ça. Exactement, merci à vous. Merci. Nous allons remercier Adam et Brahim pour leur présence sur le plateau ce soir. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci à vous. Voilà, c'est déjà la fin.
Si vous avez apprécié cette émission, je vous propose de suivre l'actualité du LC Mag sur la page Facebook. Nous remercions nos 2 invités ce soir et le public bien sûr. Et le mot de la fin, un grand merci. Et puis n'attendez pas qu'on vous donne la parole, prenez-la. Merci à vous.